tout est quasiment résumé dans cette phrase. Quasiment tout. Et je vais expliquer pourquoi. Ouais, les gars font du business avec, mais l'eau, ça nous appartient. Il faut vraiment comprendre ça et l'accepter, c'est à nous. Parce qu'effectivement, il y a des gens qui veulent s'approprier l'eau. Et le jour où on va laisser les gens gérer l'eau, à mon avis, on sera mal barré. Donc, l'eau, c'est un bien commun. Et pourtant, si on fait le rapport pluviométrie annuelle en France, avec les besoins agricoles, les besoins industriels, les besoins ménagers, on a besoin, en fait, nos besoins ne représentent que 2,5% de ce qui tombe. Donc c'est très peu. 2,5%. Et pourtant, on manque d'eau. On a régulièrement, d'un côté, des sécheresses, avec des canicules et des inondations. Pourtant, ce n'est pas l'eau qui manque. Franchement, ce n'est pas l'eau qui manque. Alors on a un problème. Alors effectivement, on a un problème. Pour l'illustrer, j'ai mon voisin François, qui avait une petite ferme, il a 90 ans maintenant. Et donc François, il avait une source. Et en 1976, il me l'a dit plusieurs fois, lui, 76, donc année de sécheresse, pour ceux qui s'en souviennent, c'était une année terrible, il manquait de l'eau. Et il m'a dit, François, mais moi, tu sais, 76, j'ai de l'eau pour mes bêtes. La source coulait. Je suis allé voir la source en fin septembre, et il y a quelques jours, je sais où elle ne coulait pas. On reprend l'histoire de l'agriculture, parce que ça concerne, tous ces problèmes d'eau ne concernent pas que l'agriculture, ça concerne aussi les villes. Donc, dans l'histoire de l'agriculture, dans les années 70, un peu avant, on a connu ce qu'on appelle la révolution verte. Jusqu'alors, il y avait beaucoup de fermes en fait en France, des petites fermes, avec beaucoup de petites productions, et dans chaque ferme, il y avait des vaches, des porcs, un peu de volaille, et donc forcément il y avait du fumier, très peu de lisier, et il y avait aussi différentes cultures. Majoritairement il y avait du pâturage, il y avait aussi beaucoup aussi, il y avait donc des betteraves, des choux, des trèfles, des luzernes, et pas beaucoup de maïs, ou peu de maïs, mais un peu de céréales. Et après les céréales, on mettait tout de suite des choux. C'est là qu'arrivaient les choux, les colzas et les trèfles, à nouveau. Donc toujours des végétations vertes. Depuis, on a connu la révolution verte, on a spécialisé l'agriculture. Ça veut dire quoi? Les fermes, au lieu d'avoir une diversité d'élevages, sont retrouvées spécialisées dans un seul élevage. Il y a des élevages où il n'y a que des végétaires, des élevages où il n'y a que des bêtes à viande, que de la volaille, que des porcs, etc. Les champs, on a adapté les champs aux machines, on a dû faire l'inverse, mais c'est ainsi. Du coup, on a rasé les talus, on a dégagé les arbres, on a asséché les zones humides, on a rectifié les fossés, et on a développé, on a introduit le maïs à ce moment-là, d'une façon assez massive. À tel point qu'au départ, le maïs, c'était une plante qui était complémentaire de l'herbe. Aujourd'hui, c'est l'herbe qui est devenue le complément du maïs. Ça a basculé. Donc il y a du maïs partout. Mais il y a aussi des céréales. Beaucoup de céréales. Même la Bretagne est devenue une terre à céréales. Ce qui n'était pas le cas il y a 40 ans. Là, il n'y a plus d'évapotranspiration. J'aurais pu mettre une photo de maïs au 1er juillet. C'était de la terre nue, ou très peu, pas beaucoup de surface verte. Donc il n'y a toujours pas d'évapotranspiration. Donc on est dans cette configuration-là. Et c'est exactement pareil pour les surfaces bétonnées, bitumées, tous les toitures en acier, en verre, dans toutes nos zones artificialisées sont là. Qu'est-ce qui se passe? La vapeur d'eau est faible dans l'atmosphère. Il n'y a que 25% du rayonnement solaire qui repart. Il y a 75% qui passe. Et du coup, vous avez 45% de l'énergie solaire qui reste dans le sol.
Et c'est cette énergie solaire que la nuit qui ressort. Et c'est comme ça qu'on crée nos canicules. S'il y a les surfaces végétalisées, on diminue les canicules. Il n'y a pas de surface végétalisée, donc pas d'évapotranspiration, on crée de la canicule. Avec des risques de lessivage de sol, donc perte de matière organique, et ça on le voit. On le voit tout simplement au moment du semis de maïs. Après le semis de maïs, on voit facilement dans les laits et dans la laïta, quelques jours après la pluie, on voit la terre, l'eau qui est marron. C'est juste ça. Parce que l'eau n'est pas restée. Alors si on a semé sur des parcelles en pente, on récupère toute l'eau s'en va. Enfin, toute l'eau s'en va en apportant de la terre. De la matière organique, de la terre fine. On perd notre sol en fait. Hein. C'est notre terre qui s'en va. Ça s'appelle une érosion. Hein. Et en apportant au passage tous les produits chimiques qui ont été déposés avant. Donc c'est une véritable catastrophe dans le ruisseau, mais dans la mer aussi. Hein. Et dans la terre. Parce qu'elle se fait aspirer. Sur 100 hectares de ça, il y avait autant de rendement que sur, j'ai dû dire une bêtise, sur 140 hectares de ça. L'explication, c'est l'évapotranspiration. Il y a de l'humidité dans l'air. On casse la canicule, toujours grâce à l'évapotranspiration. On évite probablement l'échaudage, ce qu'on appelle l'échaudage. Donc l'échaudage, c'est juste de grands coups de chaud qu'il y a souvent fin juin sur les céréales et qui ne vont pas à maturité. On doit éviter, donc il y a de l'eau qui tombe, on évite l'échaudage, et puis il y a surtout un enrichissement du sol en humus, parce que les arbres, à l'automne, perdent leurs feuilles, et les brindilles, donc enrichissent le sol, parce qu'un arbre, en fait, il se nourrit des profondeurs du sol, et amène tout ce qu'ils ont prélevé au bout des branches et dans les feuilles, et à l'automne, ça tombe. Parce que l'arbre se déleste des feuilles pour éviter les coups de vent, pour ne pas être victime des coups de vent. Il y a aussi d'autres techniques. Alors, en montagne, ils utilisent terrain en pente, ce qu'on appelle des baissières. Terrain en pente, donc de la gauche vers la droite, et tout d'un coup, on creuse une tranchée en travers de la pente, on remplit de cailloux, on laisse l'eau venir. Sous la bosse qu'on voit ici, on remet des arbres, toujours pour récupérer l'eau. Et franchement, c'est moche. Donc, c'est quoi une bassine? Ben, c'est à peu près ça. Donc, c'est un grand trou, ouais, avec les surfaces, enfin les parois qui sont droites et imperméabilisées. C'est une catastrophe pour l'agriculture. C'est mon point de vue. En face, vous avez des choses comme ça. Ça, ce sont des bassins de rétention. Je fais vraiment la distinction entre un bassin de retenue. Ça, c'est un bassin de retenue. Ça, c'est un bassin de rétention. Il y a ça aussi. C'est quand même plus chouette. Là, vous avez tout. Donc, vous avez de la végétation qui puise directement l'eau dans le bassin, qui recrée le cycle de l'eau, l'évapotranspiration, qui évacue la chaleur. Dans les villes, bah, ça permet de purifier l'air. Et nos villes en ont vraiment besoin, surtout les grandes villes. Il faut garder, ralentir le ruissellement de l'eau. Ralentir. Favoriser l'infiltration. Absolument. Alors, quelque chose d'assez rapide. Ça s'appelle... ça, c'est ce qu'on appelle les Kellines. Alors, les Kellines, c'est un monsieur, un Australien, Percival Alfred Yeoman, qui a beaucoup étudié l'eau en Australie. Il avait une ferme en zone sèche. Et donc, il a compris effectivement que le problème, c'était qu'on laissait l'eau partir. Je dirais même qu'on expulse l'eau. Carrément. Aujourd'hui, dans notre mode de fonctionnement, on expulse l'eau. On a surdéveloppé les céréales, on a surdéveloppé tous les céréales, les cultures annuelles, on les a surdéveloppées, et on a des zones artificialisées en trop grande surface et qui sont mal aménagées. Juste mal aménagées. Il y a du béton, du bitume partout, et on n'a jamais pensé
à récupérer cette eau douce, eh bien, il va falloir s'y mettre. Je vous remercie.